Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Marine L'Orphelin, l'auteure du livre En pleine forme, publié aux éditions Marabout. Dans notre quotidien trépidant, où les exigences semblent parfois accablantes, il devient essentiel de préserver notre vitalité et de veiller à notre bien-être, tant sur le plan mental que physique. Les piliers fondamentaux de cette vitalité incluent un sommeil réparateur, une alimentation équilibrée, une pratique régulière d'exercice physique, ainsi que le développement d'une estime de soi forte et résiliente. Saviez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes dans le monde, soit près d'une personne sur 8, vivent avec un trouble mental? Ce chiffre édifiant souligne l'importance cruciale de s'informer pour mieux vivre. Surtout dans un monde où les pressions du quotidien peuvent parfois laisser des séquelles. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui les clés d'une santé mentale et physique optimale en compagnie d'une invitée très spéciale. Marine L'Orphelin, ancienne Miss France devenue médecin généraliste, son parcours unique lui confère une perspective singulière sur ces enjeux essentiels. Comment l'expérience de Marine L'Orphelin en tant qu'ancienne Miss France a-t-elle influencé sa perception du bien-être et se manifeste-t-elle dans sa pratique médicale aujourd'hui ? En tant que médecin généraliste, quel impact Marine L'Orphelin a-t-elle observé des habitudes de vie sur la santé mentale de ses patients ? Comment recommande-t-elle de concilier les défis quotidiens avec la recherche d'un équilibre mental et physique ? Afin de comprendre comment prendre soin de sa vitalité et de son bien-être corporel et mental, nous accueillons Miss France 2013, Marine L'Orphelin, médecin généraliste et l'auteur du livre En pleine forme, paru aux éditions Marabout. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Marine L'Orphelin, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Quel message souhaitiez-vous transmettre ? J'ai souhaité écrire ce livre parce que, en tant que médecin, en tant que femme, en tant que personnalité, ça me tient vraiment à cœur d'essayer d'amener les Français et les gens qui me suivent à prendre soin de leur santé. Et c'est quelque chose que je commençais à beaucoup faire sur les réseaux sociaux, à diffuser des messages de santé réguliers, des petits tips, des petits conseils sur la manière de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Mais finalement, ces informations-là, digitales, sont très éphémères. Et du coup, j'avais envie de les écrire sur papier et que ces informations puissent être diffusées au plus grand nombre finalement, lues, relues, gardées sur sa table de chevet, dans un coin de sa bibliothèque, pour que voilà, tout le monde puisse avoir à portée de main les conseils pratiques pour essayer de prendre soin de soi au mieux. Voilà, la prévention, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est aussi l'avenir de la médecine, finalement, c'est d'essayer de prévenir plutôt que de guérir et que chacun devienne un peu plus acteur de sa santé. Comment conciliez-vous le contraste entre votre vie publique et votre vie professionnelle en tant que médecin ? C'est pas évident. C'est pas évident. Je dois jongler effectivement entre deux vies qui semblent initialement antinomiques ou pas faciles à concilier. Donc cette vie, comme vous le dites, mais médiatique, qui m'épanouit, dans laquelle je tire beaucoup d'expérience, où je fais de très très belles rencontres et où je vibre un petit peu. J'ai cette adrénaline et ces émotions très intenses au quotidien. Et mon métier de médecin généraliste qui est plus terre à terre et qui, voilà, sur le terrain, plus proche des gens. Pour concilier les deux, je dirais que c'est beaucoup d'organisation, déjà de planning tout simplement, d'organiser ces journées, de les répartir entre des journées au cabinet médical à hauteur de 2-3 jours par semaine, pas plus. Je peux pas faire plus pour l'instant et ça me va très bien comme ça. Donc j'exerce en tant que médecin remplaçante. Voilà, il faut que je passe encore ma thèse pour être officiellement docteur, mais voilà, j'ai terminé mes études il y a 1 an et demi et donc j'exerce comme remplaçante. Et à côté de ça, du coup, je m'accorde des journées de temps libre, mais qui finalement ne sont pas du temps libre, qui sont du temps dédié au tournage, aux enregistrements des émissions de télé, à la création de contenu pour les réseaux sociaux. Voilà, tous mes autres projets à côté finalement. Donc voilà, beaucoup d'organisation. Mais finalement, je trouve que d'avoir une double vie, je dirais, 2 activités qui sont complètement différentes,
me permet finalement d'être complètement épanouie, de tirer du bénéfice dans chacune de ses vies, un épanouissement dans chacune de ses vies, et de trouver un équilibre. Voilà. Aussi bien avec mon métier où je garde les pieds sur terre et je suis vraiment au contact de la vraie vie des gens, et mon autre métier plus médiatique où je m'enrichis toujours. Comment votre parcours de Miss France à médecin généraliste a-t-il façonné votre philosophie personnelle sur le bien-être physique et la santé mentale ? Vous partagez pas mal d'expériences personnelles dans votre livre. Oui, parce que d'avoir été mise sous le feu des projecteurs aussi jeune, avec une maturité encore fragile, une conscience de mes qualités, mais aussi de mes faiblesses encore incomplètes finalement, j'ai subi beaucoup de pression de par cette exposition médiatique. J'ai une personnalité assez perfectionniste et je me suis mise finalement toute seule la pression. Les médias aussi ont participé à cette pression aussi, bien sûr, d'image, de physique aussi, de toujours être au top, en fait, aussi bien dans mes prises de parole que dans mon image. Et cette pression, du coup, je pensais pouvoir la gérer, mais parce que je l'aime aussi, je trouve que c'est aussi un moteur, en fait, que d'être mise sous pression. Et c'est pour ça aussi que j'accepte régulièrement de nouveaux challenges, de nouvelles expériences, c'est parce que j'aime cette dynamique d'être aussi un peu sous pression. Mais il faut quand même apprendre à connaître son seuil de tolérance et ne pas le dépasser trop souvent. Et finalement, parce que j'avais ces engagements médiatiques, cette pression que je me mettais aussi à vouloir toujours être au top, et à côté mes études de médecine qui étaient très exigeantes et m'ont demandé beaucoup de travail et fatigantes aussi psychologiquement. En fait, je me suis retrouvée littéralement submergée en fait par la pression et j'ai commencé du coup à développer des troubles anxieux. Et finalement, j'ai réussi, à force de questionnement, d'introspection, de réflexion, à identifier un peu les raisons de cette pression que je me mettais, des raisons de cette anxiété un peu chronique, et à identifier aussi les facteurs qui me font du bien. Donc oui, ma vie, mon exposition en tant que Miss France et mon parcours en tant qu'étudiante en médecine, finalement, ont tous les deux participé à développer un peu chez moi des troubles anxieux, mais aussi à me permettre de réaliser que c'est très important de prendre soin de soi, justement, et de prendre soin de sa santé mentale, et pas que de sa santé physique. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà très sportive, et forcément, autour de l'image, il y a aussi ces questionnements du corps, et donc j'avais conscience de ça, mais finalement pas suffisamment consciente de l'importance de la santé mentale. Comment se sont manifestés ces troubles anxieux ? J'ai fait une première crise d'angoisse en 4e année de médecine, à la veille d'un examen, où je me sentais finalement pas prête, parce que j'avais pas suffisamment révisé, j'avais été dans une semaine intense, avec des déplacements à Paris, et j'ai commencé à avoir des symptômes, pour ceux qui ne connaissent pas les crises d'angoisse et qui ne sauraient pas comment elles s'expriment, des symptômes qui peuvent être très variés, mais qui sont assez brutaux et difficiles à vivre. Donc déjà, des palpitations, donc le cœur qui s'emballe. On a l'impression que le cœur peut s'arrêter en fait à tout moment. On comprend pas trop pourquoi le cœur bat aussi vite. Une respiration qui a tendance à se bloquer, à s'accélérer aussi. Donc on a un peu cette sensation d'étouffer finalement, d'avoir du mal à respirer. Ça peut être des tremblements physiques, littéralement. Moi je me suis mise à trembler pendant des heures sur mon canapé, alors que j'avais pas froid, alors que j'avais pas de raison spécifique. Et puis aussi, donc il y a ces symptômes physiques, avec par exemple d'autres symptômes, et des troubles digestifs, donc avoir des nausées, avoir envie de vomir, avoir des diarrhées, ou d'autres, vraiment, ils sont assez variés, mais chez moi, c'était vraiment cela. Et des troubles psychiques aussi, en fait. On se rend compte que là, on rentre dans une spirale négative de pensées récurrentes qu'on a du mal à contrôler. Et on rentre, en fait, dans un cercle vicieux de pensées négatives un peu paniquantes. Donc, je vais pas y arriver, ça va être une catastrophe. Et on peut même avoir l'impression qu'on va mourir, par exemple, dans une crise d'angoisse. Parce qu'avec ces symptômes physiques qui sont très impressionnants et ces idées très négatives, on peut se dire, oh non, en fait, ça y est, c'est la fin, je vais mourir. Ou alors, je vais pas m'en sortir. Voilà. On est vraiment dans un piteux état. Et donc voilà, ça m'est arrivé la veille d'un examen. J'ai pas trop compris initialement ce que c'était. En 4e année de médecine, j'avais pas encore vraiment appris la psychiatrie, les troubles anxieux.
Et donc, j'en ai fait encore, j'en ai refait. Récemment? De toute façon, ces troubles anxieux m'ont jamais lâché, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse à cette époque-là. Du coup, on va dire entre la 4e année de médecine et mes années d'internat. Donc, voilà, jusqu'à la 8e année, à peu près. Donc, j'ai eu 4 ans où j'en faisais quand même beaucoup. Mais du coup, j'avais un rythme de vie très, très, très intense entre la fac et mes autres activités. Et j'avais du mal à trouver encore un peu mon équilibre. Je comprenais pas encore tous les mécanismes liés à ces crises d'angoisse. Et finalement, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que, voilà, j'ai mûri, j'ai enfin compris aussi certaines choses. J'ai mis en place des petites astuces et des moments qui me permettent de me détendre. Et ça va mieux aujourd'hui. Mais j'ai quand même un petit fond d'anxiété. Ça fait quand même partie de moi. Je n'ai pas à remonter très loin. Mon enfance a été belle, j'ai été entourée, aimée. Je dois beaucoup à mes parents de m'avoir tant aidée à grandir sereinement. Mais j'ai une personnalité de type perfectionniste. J'ai toujours voulu bien faire mieux, me donner à fond, battre des records en sport, avoir les meilleures notes en classe, être aimée de mes proches, plaire à tout le monde finalement. Je me suis mis la pression sur tout le temps. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Un jour, je me suis levée en pleine nuit, en pleine crise de somnambulisme, paniquée car je n'avais pas pu faire mes devoirs à 10 ans pour une fois dans ma vie. 18 ans, le bac en poche, mention très bien. Entre parenthèses, j'aurais pu avoir quand même les félicitations du jury. Petite déception. Tant bien que mal, j'ai choisi de m'orienter vers des études de médecine, avec la réussite professionnelle et l'ascension sociale comme objectif. Mais ces études sont très concurrentielles et je me suis retrouvée au milieu d'étudiants tous plus brillants que les uns que les autres, avec cette pression quotidienne de performer. Comprendre vite, plus vite, apprendre toujours, tout le temps, se comparer aux autres souvent, trop souvent. L'échec n'était pas une option envisageable. Comment moi pouvais-je échouer à la faculté ? Mon ego ne l'aurait pas supporté. Marine L'Orphelin, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Pour vous dire que je pense que j'ai une personnalité perfectionniste où j'ai vraiment tendance à mettre cette pression dans tous les domaines de ma vie. Donc dans mes études, vous l'avez compris, dans mes relations sociales, amicales, familiales, où j'ai envie d'être la fille parfaite pour mes parents, l'amie fidèle, présente. Dans mon couple aussi, d'être capable de faire beaucoup de concessions pour mon couple, pour l'autre, parce que j'ai envie que ça se passe toujours au top, toujours très très bien. Et forcément, du coup, dans ces années où du coup j'ai voulu performer dans tous les domaines de ma vie, finalement, j'ai pas supporté autant de pression. Mais de la pression que je me suis mise vraiment en partie quand même toute seule. Hein. Et je parlais de mon envie de me challenger, toujours. Donc aujourd'hui, dans mes projets professionnels, je suis encore dans cette dynamique de me challenger, mais pas à l'excès, pas trop, en fait. J'ai appris à dire non, par exemple. J'ai appris à prendre mon temps, un peu plus dans le développement aussi de mes projets. Plutôt que de vouloir y aller tout de suite, vite, trop fort. Me dire, prends le temps d'apprendre, prends le temps de poser les bases, de te construire, avant de te lancer tout de suite dans des projets qui peuvent être certes motivants, énergisants pour moi, mais qui peuvent être aussi très très stressants. À propos du sommeil, vous mentionnez que le jet lag fait régulièrement partie de votre vie en raison des voyages fréquents, de vos voyages fréquents. Quelles sont vos techniques pour favoriser un sommeil réparateur ? Le sommeil, c'est un vaste sujet que j'aborde effectivement beaucoup dans mon livre. Enfin, c'est le premier chapitre de mon livre parce que déjà, je considère que c'est un pilier en fait de votre bonne santé physique et mentale. Et on a trop souvent tous tendance à le mettre de côté, ou en tout cas à le malmener. Donc pour vous répondre, le secret finalement pour avoir un bon sommeil, c'est déjà d'avoir un sommeil régulier. Et on est tous, on peut tous déborder par notre planning, par nos activités, notre rôle de parent, et on va avoir vraiment tendance à se dire parfois c'est pas grave, pendant la semaine je dors pas beaucoup et je me rattraperai le week-end.
alors que ça ne marche pas finalement. La fatigue accumulée la semaine et les conséquences sur votre santé physique et mentale sont présentes et ne seront pas corrigées par le sommeil du week-end. Donc déjà, la clé, c'est d'avoir un sommeil le plus régulier possible, avec des horaires qui sont les plus réguliers possibles, la semaine et le week-end, pour aussi que votre corps comprenne qu'il y a un horaire qui est toujours le même, un déclencheur du sommeil, du moment où vous allez vous coucher. Et plus cet horaire-là, il est régulier, et plus votre corps va l'intégrer, et plus ce sera simple pour vous de vous endormir et d'avoir un bon sommeil. Mais après, je partage plein d'autres conseils, bien sûr, dans le livre, parce que c'est aussi se créer un environnement propice, donc chez soi, c'est aussi se créer un petit rituel de détente avant d'aller dormir, voilà. C'est-à-dire que le sommeil se prépare la journée ? Pas se prépare la journée, mais se prépare comme un rituel, et se prépare et s'applique au quotidien. Alors justement, Marine, quelle est votre routine quotidienne bien-être pour être bien et pour noyer ces anxiétés, par exemple, dont vous nous parliez tout à l'heure? Ah oui. Alors, bien sûr, mon rituel quotidien, j'ai des bases au quotidien que j'essaye d'appliquer, et il va quand même un petit peu changer en fonction aussi de mon temps et de mes possibilités. Mais globalement, déjà, aujourd'hui, je tiens justement absolument à mon sommeil. Et donc, je le disais tout à l'heure, j'ai appris à dire non à beaucoup de sollicitations qui peuvent, notamment en soirée, qui peuvent engendrer tous ces décalages de sommeil, un sommeil complètement irrégulier. Donc déjà ça, je fais beaucoup moins de soirées, d'événements, je réponds moins positivement aux sollicitations, aux invitations. Après, dans mon quotidien, je me lève un petit peu plus tôt qu'avant, parce que j'aime prendre le temps aussi de me faire un petit rituel le matin, de prendre un bon petit déjeuner équilibré, parce que ça m'arrive aussi parfois de manger un peu tard le midi en fonction de mes rendez-vous, de mon planning. Donc je m'accorde ce moment le matin. Après, c'est pas obligatoire de prendre un petit déjeuner, ça dépend vraiment de chacun, mais si j'ai faim, en tout cas, je me prends mon petit déjeuner. Vous mangez quoi le matin ? Je mange du pain complet avec du beurre de cacahuète. Je peux manger un yaourt, je mange des fruits. Je suis très très fan de fruits, vraiment j'adore. C'est faire le plein de vitamines en hiver, on en a absolument besoin. Et après, dans ma journée, je vais faire des petits moments de respiration, parce que je vais les faire par exemple dans le taxi ou entre deux rendez-vous. Si je suis en télétravail chez moi, je vais prendre un petit moment où je vais m'asseoir tranquillement sur le canapé et je vais respirer un petit peu. Je vais essayer de faire un maximum de sport, parce que moi, le sport est un régulateur de mon bien-être, surtout de mon bien-être mental. Vraiment, ça me permet de me libérer de mon stress et de m'apaiser et de me sentir tellement mieux. Donc je prends des rendez-vous dans mon planning, mais comme des rendez-vous professionnels, qui sont non négociables, non annulables, et qui sont vraiment inscrits dans mon planning. Donc ça fait partie de mes semaines et de mon quotidien. Et le soir, j'ai un petit rituel de détente. Ça va être quand même couper le téléphone. Je le fais pas très tôt, je devrais le faire un peu plus tôt. Faut encore que je m'améliore là-dessus. Je me le coupe à 23h, mais je me couche vers minuit. Donc je m'accorde 1 heure où justement je peux me détendre, donc lire, écouter un podcast, écouter de la musique, faire quelques étirements, prendre une petite tisane. Dans votre livre, vous parlez des défis de s'aimer à l'ère des réseaux sociaux et des images retouchées. Comment peut-on, selon vous, se libérer de ces diktats de la beauté ? C'est pas évident aujourd'hui avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous impose. Mais je trouve que quand même la société est quand même en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces sujets de corps, de beauté, et qui défendent d'autres profils. Et c'est tant mieux en fait, parce que je pense que le plus important en fait pour apprendre à s'aimer, c'est d'arriver à trouver des rôles modèles, d'arriver à s'inspirer d'autres. Pour nous femmes, ça va être beaucoup quand même d'autres femmes, mais ça peut être même d'hommes. De s'inspirer au maximum de personnes qui peuvent nous ressembler et qui en même temps peuvent nous inspirer à devenir la meilleure version de nous-mêmes, de par tellement de chemins différents en fait, que ce soit s'accepter soi-même, que ce soit la réussite professionnelle, des challenges sportifs. Je trouve qu'on peut vraiment prendre de l'inspiration aujourd'hui. Et je trouve que c'est du coup l'aspect positif aussi aujourd'hui, par exemple, des réseaux sociaux, c'est aussi qu'on a accès à tellement de parcours, à tellement de profils. Donc je pense qu'il faut faire le tri.
Voilà, il faut faire le tri, essayer de s'inspirer, de suivre du coup les personnes qui vont nous faire du bien et au contraire de mettre un peu à la poubelle et d'arrêter de suivre, de lire, de voir toutes ces personnes qui au contraire vont provoquer chez nous de l'inconfort, voire du mal-être ou de la jalousie ou toutes ces émotions négatives. Et voilà, tout simplement de les mettre de côté, de faire le tri. Qui est votre rôle modèle à vous, Marine ? Des rôles modèles, j'en ai plusieurs, mais moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais très sportive, j'étais très musclée, j'avais un profil de corps de sportive musclée, avec pas beaucoup de formes féminines, et je me trouvais pas très féminine. Et à l'époque, je trouvais qu'on mettait pas beaucoup en avant les corps de sportifs, justement. C'était soit on était une grande championne olympique, et du coup on avait des sponsors, et donc on était visible, mais il y avait pas beaucoup de femmes dans les magazines féminins, justement sur les réseaux sociaux, avec des corps de sportifs et qui défendaient cette bonne santé aussi par le sport, et tout en étant féminine à côté. Vous voyez qu'il y avait cet équilibre. Et donc moi, je me suis beaucoup inspirée de parcours de sportives, et aujourd'hui encore, je pense à Clarisse Agbeguenou, qui est une judokate multi-médaillée, titrée, très inspirante, qui était maman, et qui parle beaucoup de la maternité, comment elle a géré son rôle de maman avec sa carrière sportive. Je pense à des Américaines aussi, à Simone Biles par exemple, qui est une gymnaste aussi extraordinaire, qui a un niveau absolument incroyable, mais qui a beaucoup parlé de la santé mentale, des violences qu'elle a subies dans le sport, voilà. Donc moi, c'est vrai que je suis énormément de sportives, mais de femmes aussi qui sont engagées et qui ont des messages à faire passer. Vous consacrez un chapitre aux thérapies alternatives. Quel est votre avis sur ces pratiques ? Finalement, je suis assez ouverte à toutes les thérapies, méthodes de soins complémentaires, si elles sont pratiquées de manière intelligente et si les thérapeutes qui les prodiguent restent dans leurs compétences et dans les limites de leurs connaissances. C'est que mon avis personnel, je parle pas au nom de tous les médecins, mais je pense que dans l'intérêt du patient et pour le bien-être du patient, il faut savoir conjuguer justement toutes les méthodes de soins et travailler intelligemment avec les professionnels de santé, mais aussi d'autres thérapeutes qui peuvent faire du bien, qui peuvent être présents pour peut-être un peu plus écouter le patient, donner des conseils pratiques. Voilà, par exemple, moi je suis pas contre la naturopathie, par exemple, parce que la naturopathie, c'est finalement rappeler au patient qu'il doit bien manger, justement faire attention à son sommeil, trouver un équilibre dans son quotidien. Mais un naturopathe n'est pas un diététicien, n'est pas un médecin. Et donc, il ne doit pas, par exemple, dire à un patient d'arrêter ses traitements ou que tel ou tel traitement n'est pas bon pour lui, ou que le patient doit faire une prise de sang pour chercher des dizaines et des dizaines de carences, alors qu'on sait très bien que pour la plupart, ça sert à rien. Et donc voilà, je pense qu'il y a du bon à tirer de ces thérapies alternatives ou méthodes de soins complémentaires. Mais attention, voilà, faut être vigilant. Si un thérapeute a un message trop catégorique ou qui refuse la médecine qu'on appelle EBM aujourd'hui, enfin la médecine qu'on pratique nous en tant que médecins aujourd'hui, attention, voilà, faut être vigilant et au contraire fuir ce genre de thérapeute-là et maintenir absolument un lien avec son médecin généraliste qui est quand même, qui a des compétences médicales qui sont absolument nécessaires et qui doit être un peu le chef de groupe de toute la prise en charge globale du patient. Quid des compléments alimentaires ? Les compléments alimentaires, je les critique pas mal dans mon livre parce que je trouve qu'en fait, il y a énormément de marketing autour et c'est ça qui me dérange. Après, tout n'est pas à jeter à la poubelle et il y a des choses bien aussi à prendre dans les compléments alimentaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se retrouve en fait à avoir une alimentation qui s'est appauvrie en nutriments. Des gens qui quand même mangent très très mal, qui ont beaucoup de junk food, de plats industriels tout préparés. Et on sait que, du coup, dans ce type d'alimentation-là, il y a un risque de carence plus élevé, parce qu'il y a un manque de vitamines et de minéraux. Donc, mon avis, finalement, sur les compléments alimentaires, c'est que, en fait, si vous avez une alimentation équilibrée, vraiment saine, avec des produits locaux, des produits de saison, vous variez les plaisirs, normalement, vous n'êtes pas carencé. Voilà. Sauf si vous avez une maladie particulière ou si vous avez d'autres problématiques. Donc, la base de tout, en fait, ça va être d'avoir cette alimentation équilibrée, d'essayer de tendre vers cette alimentation idéale. Après, voilà, on sait qu'en hiver, on a des carences en vitamine D notamment. On sait que les femmes sont très carencées en fer. On sait que dans certains régimes particuliers alimentaires, il y a un risque plus élevé de carence. Donc,
là encore une fois, ça vaut le coup d'être suivi médicalement, d'avoir des conseils de professionnels de santé, donc de son médecin s'il a des compétences en nutrition ou de diététicien nutritionniste, pour faire un bilan, pour faire un point en fait sur votre alimentation et sur votre risque de carence, et après d'adapter et de prescrire effectivement des suppléments, des compléments adaptés en fonction de votre personne. Mais je refuse et je pense qu'il faut faire très attention à toutes ces campagnes marketing qui vous disent il faut prendre des compléments alimentaires pour la pousse de vos cheveux, pour avoir une plus belle peau, ou qu'il faut faire des cures détox, ou qu'il faut prendre des brûle-graisses. Non, en fait, non, ça sert à rien, ça ne marche pas dans 90% des cas. Donc gardez votre argent, quoi. Mais par contre, supplémentez-vous intelligemment avec un conseil d'un professionnel de santé. En tant que médecin généraliste, quel domaine de la médecine ou du bien-être souhaitez-vous explorer ou approfondir dans le futur, Marine ? Du coup, en étant passionnée de sport, j'aimerais bien développer mes compétences et devenir médecin du sport. Idéalement, j'aimerais pouvoir accompagner aussi les femmes, en fait, dans leur vie globalement, mais du coup les sportives. Donc d'avoir ces compétences aussi de médecine du sport, mais avec une sensibilité et des connaissances sur la santé féminine plus approfondies, que j'ai déjà en partie aujourd'hui, mais plus approfondies. Donc je dirais me former en médecine du sport, me former en santé de la femme encore plus, et peut-être un peu plus aussi en nutrition et en micronutrition, justement pour pouvoir aussi accompagner plus globalement et les sportifs et les femmes sur tous ces aspects aussi alimentaires qui sont très 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 importants, et dans la pratique sportive et par exemple dans la régulation de l'endométriose, du syndrome prémenstruel, des différentes carences que les femmes peuvent avoir. Alors Marine, à la fin de votre livre, il y a une page où vous posez la question « Si je vais bien, pourquoi venir consulter ?» Oui, ça me tenait à cœur aussi de parler de prévention, parce que malheureusement, c'est notre méthode, c'est notre médecine qu'on pratique en France et en Europe. On pratique une médecine de traitement, et en fait les gens viennent consulter quand ils ont un tracas, une inquiétude, qu'ils ont besoin d'un certificat médical, d'une prise de sang, d'une ordonnance. Mais ce serait encore mieux si finalement les gens venaient consulter alors qu'ils vont bien, pour qu'on puisse aborder toutes ces questions de prévention, parler de leur sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, parler de leur mode de vie, comment ça se passe au travail, comment ça se passe à la maison, de leur rôle de parents, est-ce qu'ils ont fait leur vaccin, leur dépistage, qu'on puisse finalement anticiper et mettre en place des meilleures habitudes pour eux, pour qu'ils aillent mieux dans leur quotidien et éviter du coup d'aller dans la maladie. Aujourd'hui, c'est le médecin généraliste qui est censé avoir ce rôle de médecine préventive. On a été un petit peu formé à ça, mais pas complètement, je trouve. Je trouve qu'on manque quand même de connaissances. Alors que on devrait presque inventer le métier de médecin de prévention. Ça devrait être presque un métier à part entière, en fait, où on consacre du temps au patient qui va bien pour pouvoir le prendre en charge de manière précoce. Et aujourd'hui, les médecins généralistes manquent de temps, c'est clair. On a un système de soins qui commence qui déraille. Et malheureusement, même si certains médecins aimeraient le faire et s'intéressent à ces sujets de prévention, il manque concrètement de temps, d'énergie, d'accompagnement pour pouvoir le faire. Donc moi c'est mon dada. J'espère que justement j'arriverai à enrichir toutes mes connaissances sur ces sujets-là et peut-être développer justement ces consultations, un peu plus de médecine préventive. Où vous voyez-vous dans 10 ans, tant sur le plan professionnel que personnel, Marine ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase un peu de transition et de bouleversement quand même dans ma vie. Je sais pas si c'est la crise de la trentaine, mais j'ai fait une introspection et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Je suis revenue m'installer à Paris après 1 an et demi en Nouvelle-Calédonie, en me séparant de mon conjoint. Aujourd'hui, je reconstruis une autre vie professionnelle et personnelle. Je commence à apparaître de plus en plus dans les médias en tant qu'expert santé, là j'ai une chronique au magazine de la santé, mon livre qui est sorti, donc je suis vraiment dans une période de beaucoup de bouleversements. Donc j'aimerais dans 10 ans avoir une famille, ça me tient énormément à cœur. Donc
Je sais pas, j'espère que ce sera avec mon compagnon actuel, on verra. On verra parce que quand même j'y crois si je suis dans cette histoire aujourd'hui. Quelle belle déclaration. Effectivement. Et j'espère tout simplement être épanouie. Je pense que je maintiendrai ces triple, quadruple activités en tant que médecin toujours parce que c'est vraiment un métier qui me plaît, qui me passionne et on a tellement à apprendre toujours dans ce métier. On s'enrichit toujours de nouvelles compétences, nouvelles connaissances et je trouve ça absolument passionnant. Donc, je serai toujours médecin, j'en suis quasiment sûre. Et je pense que j'exercerai mon métier, peut-être médecin du sport, du coup, sur le terrain et que je continuerai à prendre la parole sur des sujets de santé pour le grand public, continuer à faire de la prévention. Parce que je vous dis, je pense que c'est l'avenir aussi aujourd'hui. On a un manque d'accès aux soins, donc il faut absolument que chacun soit conscient qu'il peut agir sur sa santé et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé. Voilà, on peut avoir de mauvaises habitudes ou ne pas avoir réussi à mettre en place certaines choses et on peut avoir des déclics et on peut réussir à le faire à n'importe quel moment de sa vie. Donc voilà, il est jamais trop tard pour prendre soin de votre santé et donc faites-le parce que on a tous, je pense qu'on a tous envie de vivre plus longtemps et en bonne santé. Marine L'Orphelin, en quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? Je dirais que je crois en la bienveillance entre nous, tout le monde, être humain. J'aimerais que tout le monde soit un peu plus bienveillant. Et je crois aussi à l'entraide, au fait de... Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Donc, de s'entourer de personnes qui nous font du bien, d'essayer de prendre soin des autres, de nos proches, d'entretenir en fait ces liens entre nous, de s'entourer aussi de professionnels, des personnes compétentes dans nos activités professionnelles. Moi, je serais jamais arrivée où j'en suis aujourd'hui avec toutes mes casquettes et toutes mes activités si j'avais pas eu une équipe derrière moi. Et je les remercie tout le temps parce que ils m'ont vraiment soutenue et conseillée et aidée à me développer. Et je crois au fait qu'on a tous beaucoup de ressources en nous, qu'on n'en est pas forcément conscient et qu'il faut réussir à prendre confiance en soi pour justement être conscient de ses atouts, de ses compétences et pouvoir les développer pleinement. Donc je crois au fait qu'on est tous capables en fait. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Moi je suis quelqu'un d'hypersensible, donc tout m'émeut en fait. Tout m'émeut, que ce soit la souffrance, la joie, le succès des autres, les petits bonheurs du quotidien, tout m'émeut vraiment. Et après, c'était quoi la deuxième ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Et ce qui m'inspire, les autres. Les autres, en fait. Oui, moi, je m'inspire des autres. Oui, je trouve que on peut toujours s'inspirer de petits bouts de vie et d'expérience de chacun. Donc, faut parler avec les autres et c'est toujours très inspirant de parler avec les autres de tout et de rien. Il y a tellement de sujets, mais voilà. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'effraie ? Justement, le fait qu'on a tous tendance à s'isoler. J'ai l'impression que les liens s'effritent un peu entre les gens parce qu'on est peut-être un peu trop concentré sur nous-mêmes, nos carrières, nos problèmes. Voilà, je trouve qu'il y a un isolement qui se renforce. Enfin, ce sentiment d'isolement et même concrètement un véritable isolement de certaines personnes. Ça m'effraie beaucoup. Ce qui m'effraie aussi, c'est le changement climatique. Le changement climatique, la pollution, ça m'effraie beaucoup. Moi qui suis une anxieuse, j'ai pas, on va dire, d'anxiété, d'éco-anxiété, mais quand même, j'y pense. Donc j'essaye de changer des petites choses dans mon quotidien pour participer à mettre la main à la pâte, on va dire, et puis avoir mon petit rôle, mais c'est pas évident. Voilà, je dirais ça, principalement. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? La nature. Énormément. La nature me fait énormément de bien et je pense peut faire énormément de bien à tout le monde. En fait, c'est juste qu'on a été, justement, on s'est enfermé dans les villes et on a perdu aussi un peu cette connexion avec la nature. Alors que on le sait, voilà, une marche, une balade en forêt, un moment dehors, permet justement à diminuer son niveau de stress, à améliorer son anxiété, des syndromes dépressifs, tout ça.
Qu'est-ce qui me fait du bien? Les massages. Les papouilles. Voilà, c'est très personnel, mais je le dis. Les massages me font beaucoup de bien. Donc, de temps en temps, je m'accorde un petit massage. C'est trop rare à mon goût, mais voilà. Et des petits plaisirs de la vie. Je suis quand même une épicurienne. J'aime bien manger, par exemple. Voilà, un bon repas, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien, par exemple dans vos moments anxieux? Après la pluie vient toujours le beau temps. Donc, j'essaye vraiment de me projeter, de me dire que oui, on peut être dans la difficulté à l'instant T, mais on peut trouver du petit bonheur et de la lumière dans différentes sphères de notre vie. Et après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà, je suis très optimiste en fait. Eh bien, merci Marine. Merci à vous. En écho à la vision du directeur général de l'OMS qui souligne qu'investir dans la santé mentale est un investissement pour une vie et un avenir meilleur pour tous, Marine L'Orphelin nous offre une perspective précieuse. Elle nous rappelle que la véritable santé et beauté réside dans l'équilibre et l'acceptation de soi, et que le bien-être est un voyage continu, en constante évolution, avec notre propre croissance. Au-delà des apparences, son message touche l'essence même de ce que signifie vivre une vie pleine et épanouissante. Son livre, reflet de sa vision unique et de ses expériences, devient ainsi un guide précieux pour tous ceux en quête d'un équilibre plus fort dans ce monde complexe. Nous espérons que cette conversation avec Marine L'Orphelin vous a inspiré et que vous repartirez avec des idées et des pratiques pour enrichir et nourrir votre vitalité. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!